J'avais un truc à vous dire. La mémoire, pardon, la mémoire. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de faire une activité, par exemple, vous êtes en train de plier du linge, et là vous dites, tiens, il faut que j'appelle telle personne. Mais vous continuez de plier du linge, votre linge, vous ramassez le linge, vous le rangez, vous allez dans la pièce où il y a le téléphone, et quand vous arrivez dans cette pièce, vous vous dites, qu'est-ce que je suis venu faire là? Ça vous est déjà arrivé. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites le chemin inverse. Vous réfléchissez, vous refaites le chemin inverse physiquement, vous redéfaites le linge, et vous dites, ah, il fallait que j'appelle le machin. Et vous êtes content, parce que vous avez retrouvé le truc, et vous avez perdu du temps. Je vais faire une expérience avec vous, je vais vous demander de faire exactement comme moi. On va faire une petite expérience de mémoire. Tendez bien les bras, comme ceci. Tendez bien les bras tous, je veux tous vous voir tendre les bras. Voilà. Cassez les bras, ramenez les bras, levez les bras. D'habitude je fais une photo, mais là, ramenez les bras ici, faites pas ça, c'est dangereux. Les pouces vers le bas. Là, vous allez vous rendre compte que plus vous approchez les mains, plus vous approchez les mains, plus vous approchez les mains, plus elles se touchent, c'est normal. C'est normal. Un peu plus compliqué, je vais vous demander de croiser les bras. Un peu plus compliqué. De plus en plus compliqué, je vais vous demander de croiser les doigts. Croiser les doigts. Ah ouais. Et c'est très important, monsieur, il ne faut pas qu'il y ait de jour entre vos doigts, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de jour, hein. Croisez bien les doigts. Vous allez tourner les pouces dans le sens des aiguilles d'une montre pendant un petit quart d'heure. Tournez, 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 tournez. On va faire un petit effort musculaire, vous allez ramener les pouces vers le haut. Vous êtes bloqué. Parce que déjà la tension, c'est pas terrible. Et ça va forcément impacter votre mémoire. Je m'appelle Vincent Delourbel, je suis un mnémoniste. Un mnémoniste, c'est un spécialiste des stratégies de mémorisation. Je suis mnémoniste et magicien, illusionniste. En fait, historiquement, je suis d'abord magicien. Et au début des années 2000, j'ai fait un lien entre l'illusion et la mémoire. Parce que figurez-vous que les magiciens, pour vous illusionner, ils vont s'amuser avec votre mémoire dite de travail. Je vais y revenir dans un instant. J'aimerais juste vous raconter un peu le contexte. Comment j'en suis venu à m'intéresser à tout ça. Alors rapidement, en fait, moi en tant que magicien, j'ai commencé à peu près en 1989, je me suis rapidement intéressé à ce qu'on appelle le close-up. Je sais pas si vous connaissez le close-up, c'est l'art et la manière de faire des petits tours de magie en interactivité directe avec les gens, très près. Et donc j'étais régulièrement engagé pour animer des cocktails. Et en 1995, je me pose une question, comment est-ce que je pourrais améliorer encore mon petit spectacle, mon intervention? Et là, je m'intéresse à une discipline des illusionnistes, c'est le mentalisme. Alors ça, j'imagine que chacun d'entre vous ici, ou en tout cas la plupart, vous avez déjà entendu parler de mentalisme. Le mentalisme, ce n'est que l'art et la manière de faire croire qu'on est capable de lire dans les pensées, de faire des prédictions. Il y a toujours un truc, hein. Rappelez-vous que les magiciens sont d'abord de gentils escrocs. Dans cette discipline qui est le mentalisme, il y avait ce phénomène, en tout cas cet art des mémoires prodigieuses. Les mémoires prodigieuses. J'ai trouvé ça sympa. J'ai commencé à prendre quelques petits trucs et finalement, qu'est-ce qui m'intéressait? C'était d'apporter une petite plus-value à mon intervention. Par exemple, retenir les prénoms des gens pendant que j'en faisais un petit tour de carte. Je trouvais ça assez fun, si vous voulez, de passer parmi les gens. Hein, ils étaient 4 ou 5 par petit groupe. Je les appelais par leur prénom, je les impliquais, et à la fin de l'intervention avec eux, je leur disais au revoir en leur disant au revoir par leur prénom. Et je passais comme ça à un second groupe. Et puis, à force de faire ça, j'étais devenu assez bon. Un soir, en 1995, je décide, je tente le coup, de dire au revoir à toutes les personnes présentes dans le cocktail. Il y avait plus de 100 personnes, 120 personnes réellement. Alors évidemment, moi au départ, si vous voulez, je voyais ça comme on va dire une petite cerise sur le gâteau. Je disais voilà, ça va être sympa. Et donc je fais mon intervention, je prends les prénoms des uns et des autres, je fais mon tour de carte. Et arrivé à la fin donc, de l'intervention, au bout de à peu près 2 heures à peu près, je m'arrête, je termine, je monte sur une petite scène, sinon vous ne voyez pas, et je commence à dire au revoir à tout le monde. J'avais pas, si vous voulez, de pression particulière. On m'avait engagé pour faire des tours de magie. Donc, ça marchait tant mieux, ça marchait pas tant pis. Et là, je commence à dire au revoir à tout le monde par leur prénom. Je ne sais pas si vous imaginez, là vous êtes à peu près une centaine. C'est comme si je vous disais au revoir chacun, un par un. Et là, il y a eu un grand silence dans la salle. Ce
que je pensais être la cerise sur le gâteau est devenu le clou du spectacle. Je repars un peu étonné, parce que dans ma tête, si vous voulez, moi, mémoriser des prénoms, ça me paraissait beaucoup plus simple que de faire un tour de magie. Un tour de magie, ça demande beaucoup de compétences. Il faut faire les choses sans y penser, il ne faut pas dire ce qu'on fait, il ne faut pas faire ce qu'on dit. Et là, quelques temps plus tard, il y a une personne qui était présente à ce cocktail, qui m'appelle, et qui me dit comme ça, « Bonjour, on vous a vu l'autre jour au cocktail machin, voilà, on a bien aimé votre intervention et on aimerait vous engager. » On discute, et à la fin de l'intervention, cette personne me dit « Vous ferez le coup des prénoms ?» En fait, ils n'en avaient rien à faire du tour de magie. Ce qu'ils voulaient, c'est le gars qui retient les prénoms. Et un jour, on me demande d'expliquer comment je faisais. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Je vais vous dire exactement comment je fais. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire de tout ça, l'histoire de l'art de la mémoire, d'où ça vient. Dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, il y a une déesse qui s'appelle Mnémosyne. Mnémosyne. La déesse Mnémosyne, son rôle, c'est de raconter des histoires aux autres dieux. Et il se trouve qu'un soir, alors qu'elle racontait des histoires à Zeus lui-même, le dieu des dieux, il semblerait que ça finisse au lit. Zeus se permettait beaucoup de choses, il ne voyait pas de... on va dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, enfin bref. Et de cette union furtive naissent les 9 muses, Calliope, etc. Et de là, on désigne Mnémosyne comme étant la déesse de la mémoire. Et d'ailleurs, tous les termes autour de mémoire viennent de mnémos, la racine grecque, mnémoniste, mnémotechnique, mnémonique, tout ça, ça vient donc de Mnémosyne. Et dans l'Antiquité, autrefois, les orateurs, enfin, toutes les personnes qui avaient l'habitude de prendre la parole en public, toutes ces personnes, elles avaient déjà à leur disposition des tablettes. Mais elles étaient en bois et en marbre. C'était un petit peu lourd. Et on décide de comprendre comment fonctionne cette mémoire. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On essaie de trouver, de percer le secret de Mnémosyne. Quiconque possédait une bonne mémoire était l'égal de Mnémosyne. On cherchait à percer le secret d'une déesse, un pouvoir divin. Et qu'est-ce qu'on comprend à cette époque-là, à force de recherche et de remarques? On se rend compte de deux choses principales. La première chose, on se rend compte que lorsqu'on est capable de faire des associations d'idées, eh bien on retrouve mieux les informations. Ça, vous le savez. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que lorsqu'on fait battre son cœur, eh bien, pareil, on retrouve mieux l'information, on la retient mieux. À cette époque, on avait déjà compris le rôle du traitement de l'information, associer les idées, et le rôle de la motivation. La motivation, l'intérêt. Faire battre son cœur. À l'époque, on croit même que la mémoire se situe dans le cœur. On dissèque des êtres humains, morts évidemment, à la recherche de la mémoire dans le cœur, qu'on ne trouve pas. Par contre, il nous est resté cette expression très commune que vous connaissez tous, c'est apprendre par cœur. Historiquement, apprendre par cœur, ça veut dire apprendre avec passion, avec intérêt. Et ça, c'est fondamental. Ça change absolument tout. Je rencontre des tas de personnes qui me disent comme ça, moi j'ai des problèmes pour retenir des noms, des prénoms. Et pourtant, ces personnes-là, lorsque vous les mettez face à une personne où il y a un coup de foudre, tout d'un coup, ils retiennent le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse, les mensurations. Absolument tout. La motivation est fondamentale. Donc, c'est ce qu'on avait compris, nous, à cette époque-là. Évidemment, les recherches ont continué, on a compris de plus en plus de choses par rapport à la mémoire. Par exemple, si vous voyez, il y a quasiment autant de formes de mémoire que de nature d'information. Quand on se plaint de sa mémoire, en général, on se plaint d'une forme de mémoire, et pas de la mémoire. Les recherches continuent, et on découvre une forme de mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la mémoire qui sert à travailler. C'est pour ça qu'on l'appelle la mémoire de travail. Son rôle, si vous voulez, c'est de capter l'environnement au présent et d'interagir. Ça vous permet de vivre le présent sans y penser. Le problème, c'est que cette mémoire-là, elle a une limite. Au bout de 5-6 informations, elle commence à saturer. Et tout l'enjeu, finalement, c'est de contrôler la masse d'informations, l'information qui vous arrive, de la comparer avec tout ce que vous connaissez par cœur et d'interagir avec l'environnement. Par exemple, quand vous êtes en voiture, que vous conduisez, et que vous arrivez à un feu rouge, vous n'êtes pas en train de vous demander « Oh, quelle est cette lueur rouge ?» Non, en temps réel, vous reconnaissez cette lueur rouge comme étant un danger et vous freinez. Donc en temps réel, vous reconnaissez le feu rouge, vous le comparez cette lueur avec ce que vous savez par cœur, c'est-à-dire danger, et vous
réagissez en tant que tel. Le problème, c'est que s'il y a trop d'informations qui arrivent, eh bien là, vous pouvez vraiment être en danger. C'est pour ça qu'on vous recommande de ne pas téléphoner ou de ne pas faire trop de choses à la fois quand vous conduisez. Pour vous symboliser la mémoire de travail et la mémoire tout court, je vais vous proposer cette bouteille. Au départ, vous avez donc une mémoire de travail qui est un peu le goulot, ici. S'il y a trop d'informations qui arrivent, en général plus de 5, 6, on dit que la limite de la mémoire de travail est d'environ 7 plus ou moins 2. Ça dépend de la nature de l'information. Plus l'information est compliquée, plus elle est grosse, si vous voulez, et plus c'est difficile à faire passer dans le goulot. Donc, au bout de quelques informations seulement, il y a une espèce de bouchon qui se forme ici. Et donc, ça empêche l'information de passer. La seule solution que vous ayez vraiment, c'est de contrôler la masse d'informations et sa vitesse. Donc, pas trop d'informations pour passer dans le goulot. Maintenant, si cette information-là, vous n'en faites rien, si vous ne la traitez pas, ce qu'avaient compris les anciens, eh bien, elle risque d'être rejetée, ou en tout cas d'être jugée non pertinente. Donc, ce que vous devez faire, c'est utiliser l'information, c'est en faire quelque chose pour la ramener un peu plus loin dans une mémoire à plutôt moyen terme. Et si vous voulez la retenir sur du très long terme, il faut l'utiliser dans le temps. C'est à cette condition que votre souvenir sera plus ou moins permanent. Sinon, l'information risque d'être oubliée, de disparaître. Donc trop d'informations, trop vite, mais aussi ce qu'on appelle des interférences. Si au moment où vous êtes en train de prendre l'information, vous avez quelqu'un qui vous dérange, ou quelque chose qui vous dérange, eh bien cette information, finalement, elle ne sera pas traitée, elle risque également de partir. C'est ce qui se passe notamment quand on plie son linge, qu'on pense à quelqu'un, et qu'au final, on laisse passer un petit peu de temps pour aller donc composer ce numéro de téléphone. Donc vous devez vraiment faire attention à ça, contrôler la masse et la vitesse d'information. Parmi vous, certains pensent peut-être que l'âge fait que cette mémoire, effectivement, est moins performante. On a fait des tests. On a mis en concurrence des personnes âgées de plus de 40 ans contre des personnes de plus de 70 ans, c'est pour savoir si vous suiviez, et des jeunes de 20 ans. On leur a demandé comme ça de retenir une poésie en 15 minutes. Au bout de 15 minutes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement que les plus jeunes battent les jeunes de plus de 70 ans. Et là, les personnes âgées se disent, bon voilà, c'est comme ça, c'est mort, on perd des neurones avec l'âge. Là, les scientifiques disent, attendez, c'est peut-être pas aussi simple que ça, on va refaire l'expérience, on va vous redonner une poésie, et vous allez prendre le temps qu'il vous faut pour tenter de la retenir. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'effectivement, les plus âgés mettent 2, 3, voire 4 fois plus de temps pour retenir cette poésie, mais lorsqu'on les questionne, lorsqu'on les interroge, eh bien, ils sont capables de retrouver la poésie au même titre que les plus jeunes. Donc ce n'est pas forcément une question d'âge. C'est une question, si vous voulez, au départ de pratique. Cette pratique, justement, de maîtriser cette mémoire dite de travail dans des contextes différents. Car lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous êtes encore au lycée, au collège, en études, donc vous avez l'habitude de varier les sources d'apprentissage, et donc vous maîtrisez mieux cette forme de mémoire de travail pour, on va dire, apprendre de façon plus durable. Lorsqu'on est, on va dire, plus adulte, en général, on va plutôt, au contraire, se spécialiser. On a une mémoire hyper spécialisée, et on n'a plus l'habitude de sortir de cette zone de confort. Donc un conseil que je peux vous donner, hein, si vous avez le sentiment que votre mémoire est moins performante qu'avant, tout simplement, eh bien, c'est de sortir le plus souvent de votre zone de confort, de varier vos sources d'intérêt, de faire des choses un peu différentes, pour que tout ceci donc, fonctionne un peu mieux. Revenons aux prénoms. Les 100 et quelques prénoms que j'avais à traiter lors de cette soirée et que j'ai réitérés évidemment dans le temps. Comment je m'y prends? Tout simplement, je respecte ma mémoire de travail. Je sais qu'au bout de 4-5 informations, ça va devenir compliqué. Donc, mon travail à moi, en tant que mnémoniste, c'est de maîtriser cette mémoire de travail. C'est donc de ne pas la surestimer. Au départ, je vais complètement contrôler la vitesse et la masse d'informations. C'est-à-dire que quand je vais passer dans un petit groupe, je vais éviter de prendre plus de 3 ou 4 prénoms, 4-5 grand maximum. Et à chaque fois qu'on me donne un prénom, je prends le petit temps nécessaire, c'est peut-être une petite seconde, pour faire une association d'idées avec une personne que je connais. Le grand danger, si vous voulez, lorsqu'on est dans des soirées, ça vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est d'arriver, la bouche en cœur, tiens, bonjour, moi c'est Vincent, bonjour, moi c'est Vincent, bonjour, Vincent. Les gens donnent leur prénom, et au bout du 5e ou 6e prénom, vous vous dites, mais comment s'appelle cette personne déjà?
Eh oui. Est-ce que vous pensez que parce que cette personne vous a donné son prénom, vous auriez dû la retenir? Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il faut au contraire se présenter, dire bonjour, évidemment, vous aussi. Et avant de passer à la seconde personne, faites le travail, le petit travail, ça prend une petite seconde, d'utiliser le prénom qu'on vous donne, de l'associer à quelqu'un que vous connaissez, ou juste de le répéter, avant de passer à la seconde. Et au bout de la quatrième, cinquième personne, arrêtez-vous et réactivez rapidement les 4 ou 5 prénoms que vous avez eus. Juste ça. En faisant ça, vous allez passer du boulot vers le milieu des bouteilles. C'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, ça demande un peu de pratique avant de faire sans prénom. Au départ, peut-être que vous ferez ça avec 4, 5, 6, peut-être 10 prénoms. Mais testez ça, vous verrez, ça fonctionne. Si vous ne faites pas ça, vous serez piégé par cette mémoire de travail. Et de la même façon que tout à l'heure avec les mains, vous avez été piégé, eh bien, vous aurez l'impression que cette mémoire fonctionne moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure avec les mains? Je vous explique. Mon travail avec moi, en tant que magicien, c'est de saturer votre mémoire de travail pour vous amener à oublier le truc que j'ai fait sous vos yeux. Qu'est-ce que je fais? Je vous demande de faire exactement comme moi. Tendez les bras, cassez les bras, ramenez les bras, levez les bras. Je fais une petite blague. La photo, c'est maintenant. Certains ont ri, merci. Revenez ici. Faites pas ça. Quand je vois des gens faire ça, je sais qu'ils sont déjà saturés. Et moi, en tant que magicien, ça me donne une super indication. Ça veut me dire que cette personne-là, sans doute, est un bon public. Et qu'il y a de grandes chances qu'ils viennent ici à côté de moi. Donc faites pas ça, revenez ici, les pouces vers le bas. Plus on approche, plus on approche, plus on approche, plus elles se touchent. Deuxième petite blague. Croisez les bras. Croisez les doigts. Et c'est là que le truc a lieu. À ce moment-là, moi je mise sur un truc, c'est que vous divisez votre attention. Forcément, vous avez une position qui n'est pas tout à fait naturelle. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde les uns les autres et je prends une personne comme ça au hasard à défaut. Et attention, il ne faut pas qu'il y ait de jour entre vos doigts. Je décroise les bras, vous avez vu? Et je pars du principe qu'il y a l'espèce, si vous voulez, de souvenir collectif qui va se passer. À l'école, souvent, quand l'enseignant prenait à partie un élève, genre « Attention de ne pas faire de faute à ce mot », chacun d'entre nous s'était « Attends, est-ce que j'ai fait une faute ?» Et là, sans doute que dans cette salle, tout à l'heure, quand j'ai rouspété le monsieur, vous avez dit « Attends, je me suis fait un... » Donc, vous n'avez pas forcément fait attention à moi. Et je suis revenu sous vos yeux, comme ceci. D'accord? À ce moment-là, si je fais mon illusion, vous comprenez ce qui se passe. Je vais donc continuer à saturer votre mémoire de travail en créant ce qu'on appelle une parenthèse d'oubli. Une parenthèse d'oubli. Les scientifiques appellent ça une interférence rétroactive. Je préfère parenthèse d'oubli, c'est plus sympa. La parenthèse d'oubli, c'est quand je vous demande de tourner les pouces dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça ne sert à rien, mais ça fait passer un tout petit peu de temps. Et lorsque je crée mon illusion, forcément vous allez tenter votre chance d'un côté. Comme ça ne marche pas, vous allez tenter de l'autre côté. Ça va vous énerver. Et c'est vous qui allez créer les conditions de l'oubli. Merci.